There can be no excuse for the attacks on the homes and businesses of foreign nationals. I'm going to Maputo. Because that country is not okay, man. It's awful. I go to Maputo just to start again my life. A new wave of violence against women. Several women were recently raped and brutally murdered there. Just as there can be no excuse whatsoever for xenophobia or any form of intolerance. Le Monde Afrique zoome sur l'Afrique du Sud. Hashtag I'm staying, hashtag je reste. Cette injonction à ne pas quitter l'Afrique du Sud a fleuri sur les réseaux sociaux au lendemain de la vague de violence qualifiée de xénophobe et du viol suivi du meurtre d'une jeune femme dans un bureau de poste. Un énième dans un pays qui compte 3000 assassinats de femmes par an et 110 viols par jour en 2018. Un pays locomotive économique du continent, aujourd'hui à bout de souffle. Son taux de croissance est estimé à 0,8% cette année. Alors, la situation est-elle devenue invivable ? Comment des Sud-Africains en sont-ils venus à se poser la question d'un départ ? Pour en parler, notre correspondant régional à Johannesburg, Jean-Philippe Rémy, bonjour. Bonjour. Alors, ce hashtag, cette mobilisation qui s'est invitée sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle est étonnante ? Oui, ça a pris tout le monde par surprise. C'était début septembre, il y a un peu plus de 15 jours. Tout à coup, on a assez d'avoir ses amis, ses connaissances qui lui disent « Mais alors toi, est-ce que tu penses t'en aller ? Est-ce que tu as un plan B ?» C'est le grand mot. Est-ce que vous avez un plan B ? Ça signifie aller ailleurs, aller en Angleterre, aller en Australie, des pays comme ça. Et lui, tout à coup, se dit au fond « Mais je n'ai aucune intention de quitter ce pays merveilleux. Je l'aime, je m'y sens bien, je m'y projette, je projette l'avenir de mes enfants. Pourquoi est-ce que je m'en irais ? Je reste. » Et donc, hashtag I'm staying, hashtag je reste. Il crée un groupe Facebook, un petit peu sur l'impulsion du moment, et en quelques jours, il y a plusieurs centaines de gens qui adhèrent à ce groupe et qui, petit un, expriment leur enthousiasme pour le pays, disant, vous voyez, on a dans les derniers temps commencé un peu à douter de certaines choses, mais au bout du compte, on adore l'Afrique du Sud, on adore y vivre. Et puis alors, il y a eu un emballement insensé. Le vendredi suivant, 76 000 membres de ce groupe, je précise que j'en fais partie. C'est assez libre, c'est assez ouvert. On est aujourd'hui, une semaine plus tard, à 213 000, je crois, membres, de gens qui sont non seulement des blancs, mais aussi des noirs, des gens au fond de tous les segments de la société, des riches, des pauvres. Ce que ça illustre, tout à coup, c'est une sorte de bourrasque, de tendresse pour l'Afrique du Sud. En cette période de crise, c'est comme si ça avait réenchanter un petit peu le pays pour certains de ses habitants. Voilà. En tout cas, d'un point de vue extérieur, on a la sensation que ce mythe qui s'est construit sur la nation arc-en-ciel est en train de tomber. Toute cette narration est vraiment en train de se déconstruire. Peut-être, il faudrait commencer par se dire qu'en 1994, on a fait à une allure incroyablement rapide quelque chose consistant à inventer de toutes pièces une identité merveilleuse, très séduisante à l'étranger. Vous voyez bien que tout le monde adore toujours parler de l'Afrique du Sud, regarder Nelson Mandela, écouter ses discours qui sont toujours vraiment très captivants. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Il est clair qu'au bout de 25 ans, tout ça s'use un petit peu. Ça ne s'effondre pas, ça se transforme en autre chose. On est dans une période de mutation. Et ce n'est pas facile. Alors c'est une des premières fois aussi que les pays voisins montrent leur désapprobation. À l'occasion des funérailles de Robert Mugabe, le 14 septembre dernier, Cyril Ramaphosa s'est même excusé au nom de sa nation, excusé d'avoir attaqué des ressortissants étrangers. Je vous propose de l'écouter. In the past 2 weeks, we as South Africans have been going through a challenging period. We have had acts of violence erupting in some parts of our country, some of which was directed at nationals from other African countries. I stand before you as a fellow African to express my regret and to apologize for what has happened in our country. Que montrent ces mots, Jean-Philippe Rémy ? C'est un réel moment de faiblesse pour l'Afrique du Sud sur la scène internationale.
Ah oui, alors c'est pas la première fois qu'on voit un président sud-africain se faire huer dans des circonstances solennelles. Il faut se souvenir que lors des grandes cérémonies organisées pour les obsèques de Nelson Mandela, le président de l'époque, qui était Jacob Zuma, s'était fait copieusement huer dans le stade de Johannesburg où avait lieu vraiment la grande cérémonie avec les dignitaires étrangers. La même chose arrive à Cyril Ramaphosa, ça c'est plus surprenant, plus inhabituel, et je crois que ça témoigne vraiment du sentiment général d'un moment où l'Afrique du Sud est en faiblesse. L'Afrique du Sud, vous voyez, la dimension morale qui a compté de manière si forte dans la construction de l'Afrique du Sud post-apartheid, elle est de toute évidence mise à mal. Tout le monde le sent, tout le monde le voit, et on attendait tellement plus et tellement mieux de ce grand pays, si on peut résumer les choses, que bien entendu l'Afrique du Sud est punie un peu pour avoir un peu failli à son rôle de leader moral, et puis on fait aussi payer pour certains des responsables politiques qui ont eu des mots incroyablement durs et rarement employés à l'échelle du continent africain à l'égard d'un dirigeant sud-africain. On est vraiment face aussi à un petit règlement de compte. On fait payer un petit peu une petite forme d'arrogance, en tout cas vécue comme telle, passée. Voilà, il y a un moment de vengeance. Je crois que si on résume, tout le monde a senti un petit peu le passage à vide que traverse l'Afrique du Sud. Rien n'est définitif, rien n'est dramatique. Pour peu que tout ceci se remette en bon ordre, on verra à nouveau des pays voisins, la Zambie, le Malawi, etc., réemployer un langage bien plus diplomatique parce que l'Afrique du Sud reste et demeure le grand pays du continent. Ça n'est que la deuxième économie en théorie en termes de chiffres bruts, mais en réalité c'est l'économie la plus diversifiée, la plus prometteuse. Elle est traversée par des difficultés également incroyables. Les mines sont à bout de souffle en particulier, même si leur part dans l'économie a beaucoup diminué. Bon, il y a beaucoup de questions pour l'avenir, on l'a compris. Mais voilà, on est dans cette situation très classique au fond d'Afrique du Sud où tout semble désespéré et il y a toujours quelque chose qui se produit qui fait qu'on ne tombe pas dans le ravin. Voilà. Dernière question au final, que risque Ramaphosa si il n'arrive pas à relever le pays ? Compte tenu de la façon dont fonctionne l'ANC, avec ses différents organes et les possibilités que des votes, disons dans certains des organes qui dirigent ce parti, puissent décider de démettre un président de ses fonctions, puisque le président, au fond, est d'un certain point de vue, choisi par l'ANC qui le nomme pour représenter ses intérêts, mener la politique qui a été déterminée collectivement auparavant. C'est ça un peu le cadre théorique. Il y a des présidents qui arrivent à prendre plus ou moins la main, il y a des présidents qui deviennent, au fond, les véritables maîtres de tout. Ça s'est vu dans le passé depuis 25 ans. Mais là, en ce moment, Cyril Ramaphosa est objectivement exposé à un risque qu'une révolte interne, un gonflement des factions adverses qui soutiennent l'ex-président Jacob Zuma, pour dire les choses simplement, puisse, à l'occasion d'un certain type de réunion, je ne vais pas entrer dans ces détails, peut-être le renverser. On n'en est pas là, mais c'est un risque qui est soupesé par beaucoup de gens qui sont au centre du pouvoir et qui en parlent, qui sont préoccupés par cette notion, et ça participe bien sûr à accompagner cet effet de vide et de flottement un peu qui a à la tête du pouvoir pour l'instant. Donc on est à un moment important aussi. Merci beaucoup Jean-Philippe Prémy. Je vous en prie, c'est un plaisir.